Bienvenue à toutes et à tous dans ce plateau spécial. Le Conseil des ministres du 5 janvier 2025 a adopté l'ordonnance portant programmation du transfert des compétences et des moyens de l'État aux collectivités locales, matérialisant en quelque sorte un chantier qui date de 1955, lorsque les communes de Libreville et Port-Gentil étaient érigées en communes de plein exercice, seulement qui peinent encore à être totalement réalisées. Mieux, la Constitution du 19 décembre 2024 dispose en son article 1er, je cite, « Le Gabon est une république organisée sous la forme d'un État unitaire décentralisé ». Décentralisation au Gabon, la matérialisation est notre thème de ce plateau spécial. Et pour en parler, je reçois M. Axel Jason Denis Ayenoué. Il est délégué spécial du 4e arrondissement de Libreville. Monsieur, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation de Gabon 24. Je vous en prie. Et à ses côtés, M. Yongui Medou, il est le secrétaire permanent du comité technique de la décentralisation. Monsieur, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Tout de suite, le 20 janvier dernier, le budget de la mairie de Libreville n'a pas pu être adopté du fait que son montant soit passé de 26 milliards à 20 milliards de francs CFA. Monsieur Yongui Medou, comment une plus grande autonomie du Conseil, adossée notamment à la péréquation, aurait permis à l'hôtel de ville d'avoir une plus grande marge de manœuvre dans la gestion de ses finances? Disons que, tel que le fonctionnement du fonds de péréquation de collectivités locales est prévu, la péréquation aurait été opérée en tenant compte de la superficie de la localité, de la densité de la population. Donc, grosso modo, en tenant compte des activités aussi qui sont menées au sein de la collectivité locale. Ces éléments sont des critères fondamentaux pour la redistribution, n'est-ce pas, des subventions qui vont être octroyées à chaque collectivité locale lorsque le fonds de péréquation sera opérationnalisé. Monsieur le maire, je me tourne vers vous. Est-ce que cette situation de rationalisation des ressources de l'hôtel de ville est inhérente au fait que l'hôtel de ville dépend encore trop du trésor public? Bon, pour le moment, vous connaissez la situation. Ce n'est pas exclusif à l'hôtel de ville, c'est toutes les collectivités locales qui sont encore fortement dépendantes des administrations de l'État. Et donc, la tutelle financière que représente donc le ministère des Finances, de l'économie, du budget, fixe un plafond budgétaire à chaque collectivité locale et la charge est donnée aux collectivités locales donc de voter un budget en fonction du plafond qui est attribué par la tutelle, bien entendu, sous le concept de ces péréquations et autres. Et donc, pour le moment, c'est comme ça que cela fonctionne. Et donc, oui, les collectivités locales sont encore fortement dépendantes et du trésor public et des administrations centrales. Monsieur le maire, la mairie centrale collecte bien des taxes des opérateurs économiques installés sur son domaine. N'est-ce pas suffisant pour atteindre ces objectifs? C'est pas tout à fait suffisant parce qu'en réalité, les collectivités locales pourraient générer plus de ressources. Mais pour le moment, elles ne génèrent que les ressources que l'État et la loi lui autorisent de prélever. Donc les moyens ne sont pas tout à fait suffisants, c'est-à-dire les ressources propres de la collectivité locale ne lui permettent pas de pouvoir faire fonctionner correctement l'institution. C'est pourquoi, au regard des ressources propres de la mairie et des compétences et des efforts consentis par la mairie, l'État rétribue en plus des ressources propres, une subvention pour aider effectivement les collectivités locales à pouvoir fonctionner. Et sachant que certaines collectivités locales n'ont pas les ressources que d'autres. Donc, c'est un peu cela le mécanisme. Monsieur Yongui Medou, quand on écoute Monsieur le maire, il parle effectivement de ses compétences de l'hôtel de ville. On a vu encore que récemment, l'hôtel de ville de Libreville a organisé une formation à l'endroit des policiers municipaux
qui doivent s'assurer du respect des heures de dépôt des ordures ménagères, la mairie centrale tente-t-elle par nécessité d'assumer son rôle de garant de l'assainissement de la commune? Oui, bien sûr. C'est l'une des fonctions d'une collectivité locale de préserver le cadre de vie et de protéger aussi l'environnement. Donc, vous savez que les populations, lorsque on laisse un peu de liberté, chacun fait ce qu'il lui convient de faire. Donc la mairie fait bien de former les agents municipaux pour effectivement encadrer la population en ce qui concerne le dépôt des ordures, toute chose qui va faciliter la collecte et le ramassage. Alors, vous êtes véritablement l'architecte qui conduit cette politique avec tous vos collaborateurs, de ce projet de transfert des compétences, des moyens, non, à la fois des compétences et des moyens de l'État vers les collectivités locales. Est-ce que la mairie pourrait faire la même chose en ce qui concerne, par exemple, le monde de l'éducation? Ce qui est prévu au cours de la première phase du transfert de compétences et de moyens de l'État aux collectivités locales, c'est que 7 ministères cibles vont transférer leurs compétences aux collectivités locales. Il s'agit notamment du ministère de l'Intérieur, il s'agit du ministère de l'Éducation nationale, du ministère des Travaux publics, du ministère de la Santé, du ministère de l'Habitat, du ministère des Eaux et Forêts également. Donc, chacun de ces 7 ministères va voir ses compétences transférées aux collectivités locales. Dans ce contexte, les collectivités locales seront, dans un temps relativement court, en mesure d'exercer les compétences qu'exerçaient les ministères, à condition que les moyens humains, matériels et financiers accompagnent ce transfert de compétences. Sinon, on va se contenter de dire on leur a donné les compétences, mais pourquoi ils ne les exercent pas? Ils ne peuvent pas les exercer si les mesures compensatoires ne sont pas prises. C'est-à-dire que les personnels qui étaient au sein de l'État central et qui assumaient ces fonctions doivent être répartis au sein des collectivités locales pour continuer à faire fonctionner, à faire exécuter ces mêmes missions. Et les moyens de l'État qui servaient à exécuter ces missions doivent aussi être attribués aux collectivités locales de sorte qu'il n'y ait pas de vide. Alors, M. Axel Ayenoué, vous, quand vous entendez le secrétaire permanent du comité technique de la décentralisation annoncer justement ce transfert qui, je le sais, suscite beaucoup d'impatience de la part des collectivités locales, vous, quelle est votre réaction? Bon, ça ne suscite pas de l'impatience. C'est tout simplement que les gens aujourd'hui sont peut-être un peu pessimistes parce que effectivement les populations ont souvent entendu parler de décentralisation comme si cela devenait le refrain d'une chanson et qu'aujourd'hui les gens, au-delà des textes qui sont pris ça et là, et qu'au-delà de nos paroles, au-delà de nos discours, les gens souhaitent voir cela réel. Et donc, aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ce qu'il y a une avancée et une programmation du transfert de compétences de l'État aux collectivités locales. Mais au-delà de cette joie par rapport à ce texte, on attend maintenant que ce soit réel et concret. Justement, si on prend un cas de figure, parlons
de la question de l'éducation. Nous savons que la question à la fois de la salubrité ou encore de l'éducation, entre autres, sont des questions qui vous tiennent à cœur. Vous, qui êtes au contact des populations au quotidien, que vous disent-elles? Quelles sont les problématiques qui peuvent être résolues dans le cadre, par exemple, d'un transfert des compétences de l'État vers les collectivités locales dans ce qui concerne l'éducation? En fait, ce n'est pas forcément ce que les populations disent, mais c'est ce qui devrait se faire pour faciliter la vie des populations. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'inscrire des enfants au niveau des écoles, des établissements publics, aujourd'hui, il faut aller au ministère, il faut aller à l'institution qui représente le ministère. Et le ministère a tellement à faire, mais doit aussi gérer les inscriptions des élèves sur l'ensemble du territoire, alors qu'il y a des gouvernements locaux qui sont là, il y a les collectivités locales qui pourraient gérer les inscriptions des enfants. Les parents et leurs enfants vivent dans une circonscription bien donnée. Et le souci de l'État, c'est que ces enfants apprennent dans les circonscriptions dans lesquelles ils vivent. Alors, qui de mieux placé pour orienter les parents et les enfants vers les écoles de leur circonscription? Mais c'est les responsables de cette circonscription, donc les collectivités locales, pas le ministère de l'Éducation nationale qui s'occupe de dossiers qui ont attrait avec la programmation académique et autres. Les questions de logistique, par exemple, mais pourquoi à l'intérieur du pays, je vais dire comme ça, au fin fond de Mouléguy-Binza, l'école publique dont le tableau est cassé, où la porte ne se ferme plus, est-ce qu'il faut attendre que ce soit le ministère de l'Éducation nationale qui vienne régler ces problèmes de logistique, réparer le tableau, fournir de la craie pour voir l'école en gardiennage? Mais ces choses-là peuvent être gérées par la collectivité locale, par le conseil départemental ou la mairie qui peut gérer les questions logistiques dans la localité. Tandis que le ministère de l'Éducation nationale gère les questions d'enseignement, technique ou général, donc les questions académiques, gère les enseignants, leurs affectations à l'intérieur du pays, la carrière des enseignants, le suivi, gère les examens. Voilà, donc les questions logistiques ou les questions d'inscription peuvent être gérées comme ça se fait dans d'autres pays. Peut être délégué donc finalement aux collectivités locales. Monsieur le secrétaire permanent du comité technique de la décentralisation, est-ce que c'est comme ça que le projet est conçu? Comment cela va-t-il se passer concrètement? Le projet est conçu exactement comme ça et peut-être même mieux que ça. Ce que nous devons retenir, c'est que l'État va garder le monopole de l'élaboration des programmes scolaires, de l'organisation des élections, de la formation des enseignants, hein, mais les collectivités locales vont assurer toutes les autres tâches qui peuvent être faites localement. La construction des écoles, l'entretien des établissements, la fourniture des équipements scolaires, donc table-banc, tableau, comme on venait de dire là, photocopieur, imprimante, toutes ces choses, les collectivités locales vont être en mesure de les faire. Y compris même l'encadrement au niveau des apprenants. Les collectivités locales vont pouvoir... Est-ce que les collectivités locales vont également se charger, par exemple, d'assurer les salaires des enseignants de ces établissements? Bon, pour le moment, les enseignants sont des fonctionnaires. Dans certains établissements à l'intérieur du pays, il y a des enseignants qui sont recrutés par les collectivités locales elles-mêmes. Donc, ces deux catégories de personnel vont devoir cohabiter. En l'absence d'une fonction publique locale, nous allons, conformément aux dispositions légales en vigueur, procéder à des affectations de fonctionnaires vers les collectivités locales. Il faut que nous réalisions correctement le statut général de la fonction publique, les statuts particuliers des fonctionnaires, pour que ces fonctionnaires qui vont être déplacés de la capitale vers l'intérieur du pays ne soient pas
désavantagés. Et donc, M. Médou, pour y arriver, naturellement, il faut des moyens, hein, et notamment des moyens financiers. On le sait, un compte de péréquation différent de celui du Trésor a été mis en place pour éviter la justification de manque de financement par les tensions de trésorerie. Mais quels sont les moyens de contrôle qui ont été mis en place ou qui ont été prévus pour garantir l'utilisation à bon escient de ces fonds? Bon, les fonds dont on parle qui vont être logés au sein du fonds de péréquation des collectivités locales sont des fonds publics. Ils sont soumis aux mêmes règles de contrôle que tous les autres fonds publics. L'État contrôle aussi bien dans les ministères, dans les organismes sous tutelle, que dans ce fonds qui est aussi un organisme sous tutelle. Donc, il ne fera pas exception. La Cour des comptes, voilà, les inspections du ministère des comptes publics qui vont vérifier, les contrôleurs budgétaires vont y être affectés, les agents publics, les agents comptables vont y être affectés. Donc, ça ne devrait pas poser problème au niveau du... Justement, monsieur le maire... Les mécanismes actuels qui existent vont être applicables à ce fonds. Oui, mais les mécanismes actuels qui existent vont être applicables à ce fonds, mais on sait aussi qu'il y a des phénomènes actuellement qui ne garantissent pas toujours une totale transparence dans la gestion des fonds publics. Monsieur le maire, je me tourne vers vous. Quelles sont les garanties aujourd'hui que si on met des fonds à la disposition des collectivités locales, justement, qui sont responsabilisées pour assumer un certain nombre de tâches, que demain, on ne se retrouve pas, par exemple, avec des établissements qui ont des besoins logistiques et qu'on dise que, voilà, il y a un manque de moyens? Monsieur Abonneur, c'est la gestion des hommes. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'État se passera très certainement au niveau des collectivités locales. Vous ne pouvez pas éviter la nature humaine. Il y a des bons gestionnaires et il y a des mauvais gestionnaires. Mais ce n'est pas par crainte de mauvais gestionnaires qu'il ne faut pas aller vers cette décentralisation. Les mêmes mesures qui existent pour sanctionner les mauvais fonctionnaires de l'État sont les mêmes mesures qui existent pour sanctionner les mauvais gestionnaires des collectivités locales. Les mêmes mécanismes. La justice s'implique à toutes et à tous. Mieux encore, comme dans d'autres pays, les collectivités locales sont gérées par des élus. Si vous voulez être élu à la tête d'une collectivité locale et suivre la mission que le peuple vous donne, eh bien, vous avez intérêt à être à la hauteur de ce que le peuple vous donne comme suffrage. Vous devez avoir un bilan exactement. Immaculé. Voilà encore une autre sanction. Lorsque vous agissez mal ou lorsque votre gestion est mauvaise, le peuple vous sanctionne et vous n'êtes plus réélu à la tête du conseil municipal, au-delà des autres mécanismes judiciaires qui sont mis en place pour prévenir ou pour sanctionner les comportements déviants quant à la gestion des deniers publics. Alors, M. Yongui Médou, on sait, hein, le CTRI a lancé de nombreux chantiers à travers le pays, ici à Libreville, dans la capitale, comme à l'intérieur du pays. Est-ce que le fonds de péréquation viendra appuyer ces chantiers lancés par le CTRI ou bien aura-t-il un objet différent? Le fonds de péréquation a vocation à financer la décentralisation, c'est-à-dire les collectivités locales, leurs projets d'investissement, leur budget de fonctionnement, et voilà. Quel est le nombre des collectivités locales qui ont été prévues pour le projet pilote durant la transition? Oui, il y a toutes les collectivités locales qui sont au sein des capitales provinciales et aussi les collectivités locales dont les ressources propres sont supérieures ou égales à 1 milliard de francs CFA. Ce sont elles donc qui vont être les premières à bénéficier des compétences et des moyens de l'État dans cette première phase. Les autres collectivités ne sont pas en reste. À la fin de cette première phase, les autres collectivités seront prises aussi en compte et que le reste des compétences de l'État aussi sera globalement réparti sur
l'ensemble des 100 collectivités locales. Monsieur Axel Ayenoué, un budget qui est mis en place pour inciter, pour pousser justement à la mise en œuvre effective de cette décentralisation. Aujourd'hui, que dire? Ce sont des signaux forts qui sont lancés pour justement pousser vers la mise en œuvre de cette décentralisation. De la part du président de la République, le président de la transition, le général Oligui Nguema, c'est un signe fort. C'est un signe fort de sa volonté de vouloir accompagner les collectivités locales dans l'œuvre d'édification du pays et du développement de notre pays. C'est un signe fort. Toutefois, de la part de ceux qui sont chargés d'appliquer ces signaux, là, je ne sais pas si c'est un signe fort, mais on attend toujours. Et le mois d'avril va voir la transition s'achever par l'élection présidentielle. Or, l'arrêté qui a été pris, le décret qui a été pris, l'ordonnance autant pour moi, cette ordonnance signifie qu'il y a une décentralisation en 2 étapes, celle pendant la transition jusqu'à la fin et celle qui se poursuit après la transition en incluant les autres collectivités locales. Mais voilà que la transition est sur le point de s'achever au mois d'avril dans 3 mois. Et que cette ordonnance-là, nous ne voyons toujours pas le jour. Justement, alors, on se pose la question. Est-ce que justement, le fait d'avoir ramené cette élection présidentielle ne participe pas également de la nécessité de revenir rapidement à l'ordre démocratique et de pouvoir justement accélérer ces chantiers? Monsieur Yongui Medou, je me tourne vers vous. Malgré cette avancée de la décentralisation, du moins en théorie, il reste que les mairies centrales sont les seules à détenir le statut juridique de la personne morale ayant l'autonomie de gestion administrative et financière. Est-ce qu'il ne serait pas temps également, pour aller encore plus loin, de permettre aussi aux mairies d'arrondissement d'avoir ce statut? Donc, avant de répondre à votre question, j'aimerais compléter, peut-être pas compléter l'interrogation, mais d'étendre l'atmosphère en éclairant un peu sur la question du terme de la transition. Il est un document qui découle de l'ordonnance portant programmation du transfert de compétences qui s'appelle le plan de transfert de compétences de l'État aux collectivités locales, qui est un projet de décret, qui va aussi être adopté dans les tout prochains jours si la Commission nationale de la décentralisation le valide. Ce plan décline, date par date, le déroulement du processus de décentralisation pendant cette première étape. À quel moment on va faire telle chose, le transfert des compétences et des moyens de l'État vers les collectivités locales. Le terme de la transition en avril ne va pas stopper le processus. Une dernière question avant de nous quitter. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le nouveau code électoral vient d'être rendu public et il confirme effectivement la proportionnelle comme mode de scrutin pour l'élection des élus locaux et même du bureau des conseils des collectivités territoriales. Un commentaire là-dessus? Oui, je pense que cette disposition vient corriger une aberration qui est dans notre loi relative à la décentralisation. Laquelle? Qui consistait à dire que, au cours d'une élection locale, la liste qui arrive en tête à la moitié des sièges. C'était un très grave recul démocratique. Donc, tout ce qui nous reste à faire, sur la base de cette nouvelle disposition, c'est d'adapter la loi relative à la décentralisation en ce qui concerne l'élection
des membres du conseil. Et vous, monsieur le maire, vous pensez que le fait d'avoir justement confirmé cette élection proportionnelle dans l'élection des élus locaux permettra aussi aux petits partis, comme on dit entre guillemets, de pouvoir être représentés au sein des conseils locaux? C'est notre système, c'est toujours comme ça qu'il a fonctionné. Et à ce niveau-là, il n'y a jamais eu de réelles difficultés. La proportionnelle est ce qui nous convient. Les partis les plus représentatifs se retrouvent au conseil municipal et gèrent la collectivité locale. C'est une proportionnelle. Bien entendu, un parti qui a obtenu 10 voix sur 3000 votants, vous n'allez pas dire que cette personne est représentative pour venir siéger au conseil municipal. Elle représente qu'elle-même. Ce sont ses propres voix qu'elle a eues. Donc oui, la proportionnelle, avec ses règles telles qu'elles sont décrites aujourd'hui dans le Code, oui, elles sont bonnes. Elles sont très très bonnes. Mais je voudrais également rajouter qu'en termes de décentralisation, on a beaucoup parlé de plan. On a beaucoup parlé de plan d'accélération de ceci, plan de cela, plan de ceci. Aujourd'hui, je pense, en tant qu'élu, avoir été à la tête d'une collectivité locale pendant toutes ces années-là, qu'il faut qu'on arrête avec tous ces plans et qu'on aille à l'action, qu'on soit pragmatique et qu'on fonce. C'est ce que le président de la République a demandé. Faites preuve d'ingéniosité, travaillez. On est d'accord pour les plans, les programmations, etc. Mais les populations, elles ne boivent pas, elles ne mangent pas ça. Elles veulent de l'action. C'est ce que nous retenons pour que cette décentralisation soit effective. Merci, messieurs. C'est déjà la fin de ce plateau spécial. Encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous discutions du thème décentralisation au Gabon, la matérialisation, et nous recevions monsieur Axel Jason Denis Ayenoué. Il est délégué spécial du 4e arrondissement de Libreville, et à ses côtés, M. Yongui Medou, qui est le secrétaire permanent du comité technique de la décentralisation. C'est déjà la fin de ce plateau spécial. Nous espérons que vous avoir suffisamment édifié sur le processus en cours de matérialisation de la décentralisation. Ne zappez pas, nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.